Belle robe vermeille, c'est un Bordeaux. Goûtez-moi ça. Je ne bois pas d'alcool, merci. Quelle drôle d'idée. Nous, il n'y a qu'un truc qui nous fait bander. C'est le Beaujolais. Vous les Français, vous avez toujours une grande gueule comme ça. J'ai trop un goût de pomme. L'admirable cholestérol qu'on va se payer. Vous avez beau dire, il n'y a pas seulement que de la pomme. Bonjour à tous, c'est Luc Geoffrey de Vinstache de la chaîne YouTube Vinstache, une chaîne de vulgarisation sur cet univers, ma foi, fort fascinant, bien qu'un brin élitiste qu'est le vin. Et bienvenue donc dans le Podstache, le podcast vin que nous avons lancé il y a maintenant 1 an et demi, je crois, quelque chose comme ça, avec l'ami Charles. Le principe est très simple, nous vous faisons une sélection pour chaque épisode d'un coffret de vin, en général avec un blanc, un rouge. Et si je dis on, c'est parce que je suis avec mon acolyte de toujours, monsieur Charles-Émeric Pallard. Charles, comment vas-tu ? Ça va très bien, Loïc. Bienvenue à tous. Merci, ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu, quasiment 3 mois. Ah oui, on a laissé passer cette période un peu compliquée de façon le côté sanitaire était un peu compliqué. Donc on est un peu tous restés cachés. Et on peut un peu ressortir là, à première vue, les nouvelles sont positives. Avec le retour du grand beau temps pour enregistrer en ce lundi matin, puisque on va bientôt, il est 9h30 pour nous et on va bientôt attaquer au blanc. Avant de nous lancer sur la sélection, vous pouvez nous retrouver sur à peu près toutes les plateformes possibles et inimaginables de podcasts. Nous sommes présents sur Deezer, sur Spotify, sur Ocha, sur Podcast Addict, sur Google Podcast, ainsi que sur iTunes/Apple Podcast. À propos de ce dernier, si vous aimez les contenus que nous proposons, n'hésitez surtout pas à aller nous mettre 5 étoiles. C'est ce qui nous permet de nous faire connaître et ça nous aide énormément pour le référencement. Toujours dans les annonces commerciales, je crois que depuis peu, Spotify propose aussi de mettre des étoiles sur sa plateforme. Donc là encore, n'hésitez pas à aller nous pousser, à nous mettre en avant. C'est la plus belle des récompenses que vous pourriez nous donner. Et quant à nous, nous allons enfin attaquer. Charles, on commence par le blanc. Allez, c'est parti. Ah non, mais pas du tout, je bois pas un verre de vin, je bois 6 verres de vin. Ça s'appelle de la dégustation et c'est très classe. Goulayant, puissant en bouche avec des arômes de framboise. Donc, Charles, pour ce vin blanc, où est-ce que nous partons ? Alors, on part en Vallée du Rhône Nord. Alors, j'ai regardé un peu tout ce qu'on avait fait en référencement de vin blanc sur nos précédents podstaches. On était déjà parti en Vallée du Rhône Nord. Oui, mais justement, est-ce que c'est pas de la redite que tu vas nous faire aujourd'hui ? On était parti sur un Crozes avec un assemblage de Marsanne et de Roussanne. Aujourd'hui, j'ai choisi un Viognier à côté de Condrieu. Je dis à côté de Condrieu parce qu'on n'est pas en appellation Condrieu, on est sur les hauteurs. En fait, l'appellation Condrieu, c'est 100% Viognier, mais au-dessus des parcelles de Condrieu qui sont en forte pente, on a des sortes de petits plateaux à faible pente où on a à peu près le même sol que sur les pentes, mais c'est pas en appellation Condrieu. En fait, c'est le même terroir, mais pas le même dénivelé. C'est le même terroir, sans la pente. Ouais. Donc du coup, on a vraiment beaucoup de similitudes, et surtout, un prix moindre. Oui. Parce que les Condrieu, aujourd'hui, ça commence à être très sérieux au niveau des prix. Donc là, on est quasiment moitié prix sur un produit qui est vraiment très proche du Condrieu. Si je voulais faire mon marketeux, c'est un petit Condrieu à bien moins cher. En gros, c'est ça, et c'est souvent, par exemple, des vins que je bois moi. Ouais. On va pas se cacher, j'ai tendance à ouvrir quelques bouteilles de temps en temps. C'est le genre de choses qui peut arriver. Et donc du coup, quand on a tendance à beaucoup boire l'apéro, etc., on peut pas ouvrir tous les jours des Condrieu. Voilà. Et donc, du coup, on recherche exactement ce type de vin. Et alors, qui dit Condrieu / On n'est pas en appellation Condrieu, on est d'accord ? On est en IGP, colline rhodanienne. Mais collé à Condrieu. Donc, alors, c'est vraiment collé à Condrieu. Je vais me permettre de faire pendant l'épisode un peu tout un raccourci, entre guillemets, en vous parlant souvent de Condrieu. Mais voilà, sachez qu'on reste sur une IGP colline rhodanienne collée à l'appellation Condrieu, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Alors, le vin qu'on présente, c'est le Contour de Deux-Poncins de François Villard. Voilà. Vigneron qui n'a plus à faire ses preuves, qui les a fait déjà depuis très longtemps. Gros nom de la vallée du Rhône Nord, qui a été connu au départ pour ses Condrieu notamment, pour ses Côte-Rôties et ses Saint-Joseph. Voilà. Ça pose le bonhomme. Voilà. Il fait en gros ces trois appellations, c'est vraiment son cœur de gamme. Mais justement, il fait un petit peu d'IGP juste au-dessus de la parcelle de Deux-Poncins. Donc, parcelle de Deux-Poncins qui est en appellation Condrieu.
Et là, le vin qu'on présente aujourd'hui, c'est les contours de 2 Ponsins. Ça veut dire tout ce vraiment, que ça veut dire. Voilà, ça veut dire exactement ce que ça veut dire. C'est tout le tour, mais sans les fortes pentes. Alors les fortes pentes, c'est 40%. Hein. Oui, non, voilà. si vous avez déjà pris la voie verte en vélo et que vous êtes passé à côté, ça déconne pas. Non, ça déconne pas. Là, on peut quand même avoir des pentes à 10%. Ouais. Mais ça reste, entre guillemets, des petites pentes pour le vin. Hein. Oui. Voilà. Du petit coteau. Ouais, du petit coteau. Voilà. L'avantage des pentes dans le vin, c'est le côté drainant. Mêlé avec du granit qui crée un peu des arènes ou des sortes de sable, ça évite que l'humidité stagne et ça permet une meilleure maturité du raisin. Et alors là, donc, tu étais en train de commencer à nous parler au niveau du terroir. Et qui dit terroir dit aussi cépage. Et qui dit cépage de Condrieu / IGP Colline Rhodanienne dit le Viognier, qui est un cépage que je trouve, ma foi, assez fascinant, puisque j'avais je commence toujours à réfléchir à mes scripts des différents cépages sorciers. Et pour le Viognier, je sais que je le positionnerai toujours un peu comme, si c'était un livre, c'était Le Vilain Petit Canard, si c'était un film, ça serait La Revanche d'une Blonde, puisqu'on parle d'un cépage qui, il y a quasiment 40 ans, a failli disparaître. Ça peut paraître assez surprenant quand on voit aujourd'hui, c'est pas non plus le cépage blanc le plus répandu, mais on trouve quand même des Viogniers relativement facilement. Et qui a failli disparaître donc il y a une quarantaine d'années. Et il y a un homme qui s'est battu pour le faire perdurer, pour le faire exister. C'est un certain Georges Vernet. Gros nom là aussi du vignoble, et c'est d'ailleurs pour ça, si vous demandez pourquoi c'est un peu le pape de l'appellation Condrieu et que ces cuvées sont aussi recherchées, c'est parce que justement il s'est battu pour faire reconnaître le Viognier. Cépage qui, à titre personnel, je le trouve fascinant pour les débutants, parce que je trouve que c'est quelque chose d'hyper aromatique, mais sur lequel je reprocherais peut-être un peu ses manques d'acidité. Charles, quelle est ta position par rapport au Viognier? Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu le vois, toi, le Viognier? Alors, je le vois un peu de la même façon. Cépage, entre guillemets, pour débutants, mais aussi cépage pour grands dégustateurs. T'as les deux opposés. Au milieu, quand on commence à vraiment apprécier le vin, à vouloir boire des vins sur la minéralité, essayer de trouver les... Plus sur les acidités, donc. Tu vois, plus sur les acidités, on va pas forcément s'orienter sur du Viognier. Et après, le problème aussi du Viognier, c'est qu'on peut le rater très facilement. Ah oui. Ça arrive à maturité à un moment, ouais. Et si on se trompe dans la maturité, ça veut dire que si on laisse le Viognier mûrir trop, ouais. Ça va compoter, ouais. Et ça va faire des vins qui vont être à la fois chaleureux et à la fois lourds. Ouais, donc les vignerons doivent énormément suivre leur maturité. Si c'est très difficile. C'est très difficile parce que quand tu as beaucoup de Viogniers, tu sais pas trop qu'est-ce qu'il faut prioriser, tu sais pas quand... Voilà. Surtout que Condrieu, c'est principalement des schistes, si je me souviens bien. Alors, c'est plutôt des granites. C'est plutôt des granites, voilà. Qui donnent des vins quand même concentrés en général, les granites. Oui, donc, oui. Les suivis de maturité, je suppose que ça doit être quelque chose d'assez galère pour les vignerons. Concentré et minéral aussi. Alors, qu'est-ce qui fait que... Le Viognier, il est bien à Condrieu parce que c'est tout simplement sa limite de culture. C'est la question que j'allais te poser en fait. Qu'est-ce qui fait que Condrieu est un peu la quintessence du Viognier? Voilà, c'est déjà les fortes pentes, le sol très pauvre des arènes granitiques, et on est sur des... comme je disais avant, la limite de culture. Ça veut dire qu'il fait suffisamment chaud pour que ça arrive à maturité, mais c'est au degré près. Donc ça veut dire que le Viognier, il va réussir à garder son acidité, quand c'est bien fait, hein, quand justement le vigneron n'est pas allé trop loin dans la maturité, ce qui est très dur. Hein. Dans la région de Condrieu, le Viognier arrive à garder une très belle acidité tout en exprimant la complexité du terroir et la complexité du cépage. Et c'est ça qui est remarquable. Et c'est pour moi qu'à Condrieu qu'on peut avoir des Viogniers de ce type. Que ce soit sur Condrieu ou même sur les hauteurs, on a vraiment un côté très violette, justement, qui caractérise le Viognier à cet endroit-là. Justement, j'allais te demander, ça tombe très bien, un peu les aromatiques qui définissent les Viogniers de Condrieu. Alors, le Viognier, l'aromatique principale, on va dire, c'est l'abricot, la pêche de vigne. Ouais. Mais planté sur des sols type Condrieu et dans cette région-là, on a des aromatiques qui sont beaucoup plus florales. Ouais. Type violette justement. Voilà. Après on a aussi de la minéralité, et quand le Viognier exprime de la minéralité,
on a beaucoup de complexité et on a un vin grandiose. Ouais. Moi, je sais que les viogniers, souvent, je les assimile au côté litchi. Voilà, je sais pas pourquoi. Ouais. Il y a Eh ben, une aromatique que je retrouve assez souvent. On la retrouvera pas forcément sur cette région-là. Ouais, c'est plutôt sur des viogniers de plaine avec des plus gros rendements, des choses comme ça. Voilà, on aura moins d'exotisme parce que le sol va plus s'exprimer dedans. Et alors, le vigneron. Alors le vigneron, François Villard, bon, que j'ai rencontré moi la première fois, ça devait être en 2010 ou 2011, donc ça commence à faire un moment, qui est un vigneron qui est très connu, qui a lancé les vins de Vienne au début, fin des années 90, 97 dans mon souvenir, c'est le premier millésime. Donc du coup, qui était déjà vigneron et qui s'est fait aussi beaucoup plus connaître grâce à ça. Voilà. Et qui a essayé d'évoluer d'année en année. Et maintenant, il est en conversion vers l'agriculture biologique. Il a déjà une partie en bio. Donc voilà, il a vraiment une démarche de encore améliorer sa viticulture. Ça va aussi se ressentir un jour sur le vin, etc., etc. Donc c'est vrai que je suis content de le mettre en avant. C'est aussi un personnage qui est très attachant. Vraiment très passionné par ce qu'il fait et la qualité des vins est remarquable. Eh ben, je propose qu'on goûte du coup la qualité de ces vins remarquables. C'est parti. Allez. Alors, première impression en mettant le nez, c'est ce que je te disais là en off, c'est ce qui est génial avec le viognier quand tu débutes, c'est que tu peux pas mettre le nez dans un verre de viognier et dire ça sent rien. Alors oui, c'est un cépage qui est très aromatique. On va dire qu'il y a trois principaux cépages qui seraient les cépages les plus aromatiques pour moi en France. Ça serait le muscat, le Gewürztraminer et le viognier. Ouais. On est vraiment sur des puissances au nez notamment très, très fortes. Le viognier va avoir donc cette caractéristique d'ouverture au nez. Des arômes très abricots, pêche de vigne, qui se ressemblent d'ailleurs. Là un côté un peu floral. Et en bouche, alors on n'a pas encore goûté, mais c'est souvent très ample. Ouais. À l'inverse des muscats et Gewürztraminer qui ont une aromatique qui va s'en rapprocher un peu, mais qui vont avoir un côté, quand c'est vinifié en sec, je parle, un côté beaucoup plus tendu. D'accord. Voilà, donc là, le viognier, c'est aromatique, mais ça n'a pas beaucoup d'acidité non plus. Et alors au nez, qu'est-ce que toi, ça t'inspire ? Eh ben, tu vois, au départ, voilà, on avait ce côté très fruit, ce côté très, très abricot. Et ben là, j'ai déjà un peu de minéralité. Ouais, moi, j'ai le côté très fruit à noyau, tu vois, plus voilà. que... Je trouve que le fruit s'estompe un peu et fait place à un côté un peu presque pierre à fusil, mais crayeux. Ouais. Non mais je comprends, tu vois, on est moins effectivement à l'ouverture, ça pète dans tous les sens, mais tu vois, le fruit est pas forcément charnu, mais plutôt justement comme on dit souvent le côté fruit à noyau. Après on a une dominante de fruits quand même. Oui, on est d'accord, mais tu vois, il y a des amers, il y a une petite pointe un peu miel, acacia, des choses comme ça, tu vois. Plutôt un miel d'acacia qu'un miel de fleur. Floral. Ouais. Mais il y en a quand même le côté floral. Oui. Mais ce qui n'est pas mêlé à l'arôme de miel, c'est ça qui est original. Ouais. Très bon nez, il n'y a pas grand chose à dire, on ouvre la bouteille, on s'attend à ça, et c'est ça qui est bien. C'est bon, hein. Alors, tu vois, première impression, je me permets de prendre la parole. C'est droit. C'est droit, ça, les amers ressortent. Beaucoup d'amers. Voilà, beaucoup d'amers, droit. Le côté ample est présent, mais c'est pas non plus, c'est pas ultra enveloppant comme s'il y avait un côté trop. C'est le viognier, vendangé pile poil au bon moment, sur le croquant. Donc on a le fruit, l'expression du viognier, tout en ayant encore de l'acidité et la minéralité qui ne s'est pas estompée du fait de la surmaturité. Et j'ai aussi un côté fruit exotique, tu vois, qui arrive quand même, malgré tout, tu vois, avec un côté un peu... Bon, t'as beaucoup de complexité, donc on pourrait trouver toutes les 5 minutes des arômes supplémentaires. Mais c'est ce qu'on va faire, parce qu'on va lui donner le temps pour s'ouvrir et voir après ce que ça donne. Mais c'est vrai que, justement, ce que je reproche parfois un peu aux vins de cette région, c'est justement le manque de tension. Et là, pour le coup, voilà, non.
Mais voilà, c'est un peu la caractéristique de Condrieu, c'est ça qui fait sa force, c'est ça qui fait... Enfin, de la région de Condrieu, hein, je parle. C'est ça qui fait sa caractéristique, c'est pour ça que c'est considéré comme les meilleurs vionniers dans cette partie. Et quand ça vieillit, ça va sur quel type d'aromatique, les vieux Condrieu? Alors, parce que, très honnêtement, c'est pas les vins que j'ai très souvent l'occasion de goûter, notamment pour des questions de tarifs. On part vraiment sur des arômes de miel, Ouais. et sur des genres de feuilles séchées, quoi. Des gammes de thé, camomille, Ouais. voilà. Très impressionnant. Complexe, mais pas une complexité incroyable, surtout d'une pureté, d'une puissance et d'une gourmandise folle. Et alors, par exemple, ce genre de qui, tu dirais une garde, tu dirais garder ça de combien de temps à... Bah là, vu l'acidité qu'il y a, tu peux la garder. Là, il n'y a pas de problème. Ouais, ça peut se garder 10 ans facile. Oui, je pense que ça peut se garder 10 ans. Ouais. Faudrait regoûter dans 5 ans pour voir l'évolution, mais vu la maturité et l'acidité qu'il y a, je pense que ça va se garder. Hein. Voilà. Est-ce que c'est utile ? C'est là la question. C'est là est toute la question. Voilà. Et comment est-ce que vous aimez vos vins aussi ? Pas sûr que ça soit très utile, mais on va dire que même déjà 2 ans, tu la gardes 2 ans, ça peut déjà se complexifier un peu. C'est toujours aussi en fait, on peut garder un tout petit peu les vins et les faire en sorte qu'ils s'améliorent. Eh ben écoute, je te remercie. Comme d'habitude, on va donner le temps au vin on va lui donner une petite demi-heure pour s'ouvrir et on va revenir dessus pour voir si c'est un peu... Ça change déjà. Hein. Ça change. Et en attendant, de notre côté, on va commencer à faire le rouge et puis on revient dessus sur le blanc après pour voir ce que ça donne. Alors, retour sur le blanc et première impression, tu disais « Waouh !» Ouais. Ça a complètement changé. Le nez a limite explosé. J'ai beaucoup moins le fruit que tout à l'heure. Ouais. J'ai le côté un peu plus lait d'amande et minéralité, enfin plein de choses. À l'aveugle, là, je sais même pas si j'arriverais à dire faire... que t'as vigné. De quoi ? À dire que t'es proche de Condrieu. Ouais, voilà. Enfin, tu sens un grand terroir, mais est-ce que tu serais vraiment sur un vionnier ou alors pas sur un grand terroir d'Alsace ou quelque chose comme ça, quoi. Bah, tu vois, moi je dirais... Alors, ouais, je comprends parce que, tu vois, je dirais le cul à cheval entre Savenir et l'Alsace parce que t'as un côté un peu grillé, tu vois, sésame grillé, blé doré qui me rappelle justement les côtés Savenir, mais en même temps, tu sens qu'effectivement que c'est droit, que c'est tendu, que c'est ce côté un peu alsacien, justement. Mais c'est vrai qu'à l'aveugle, là, tu me mets ça, je suis pas sûr que je suis capable de partir, déjà parce que j'ai pas très souvent l'occasion de goûter ce type de vin, clairement, mais ouais, ça a pris en densité, en amplitude. Et moi, c'est trop bien. C'est... Alors, moi, je conseille vraiment ce vin pour des amateurs qui veulent pas forcément mettre 35 €, 40 € dans une bouteille de Condrieu, mais qui veulent trouver quelque chose qui s'en rapproche beaucoup. Ça, c'est vraiment la bouteille parfaite. Super. En bouche, ça a pris beaucoup de finesse. On n'a pas du tout l'exubérance du vionnier qu'on pourrait avoir sur d'autres vins. Ça reste assez droit. Alors, on n'est pas sur des droitures sur un fil de rasoir. Hein. On a quand même une dominante de rondeur, mais on a une acidité qui compense largement cette rondeur. C'est toi qui parlais tout à l'heure du côté thé que prenaient les vieux vionniers. Bah, je comprends, tu vois, ce côté... Ah bah oui, il y a un peu un côté tannique malgré tout, alors qu'il n'y a pas d'élevage en barrique. Oui. On a le côté feuilles séchées du... Mais clairement, voilà. Là ça apparaît, ça me saute au nez, tu vois. Alors après, ces arômes un peu de feuilles séchées, c'est bon. Qu'on peut décliner sur énormément de feuilles séchées, ça va s'amplifier au vieillissement. D'accord. C'est ça qui va, au moment où le fruit va disparaître, c'est ça qui va prendre la place. Bah tu vois, ça je vais m'en garder une en cave parce que quand je vois ce que ça donne là actuellement sur un 2020, je serais très curieux de lui donner 3-4 ans et de voir sur quoi ça peut aller, parce que vrai... Donc il n'y aura que 58 coffrets de disponibles. Exactement, parce qu'il y en a un qu'on a pété forcément pour ce matin, plus un qui restera dans la cave du Père Geoffrey, donc non franchement, très belle surprise. C'est vrai que je le reconnais volontiers, c'est pas les vins que j'ai très souvent l'occasion de goûter, et parce que j'ai toujours eu ces a priori un peu sur ce côté cépage facile,
Voilà, mais quand je goûte ce genre de choses, ouais, je comprends et ça change du registre des blancs, pas classiques, mais voilà, moi qui bois très souvent des chardonnays, des riesling, des choses qui pètent sur l'acidité et qui va un peu moins sur ce type de vin, je dois reconnaître que waouh, j'aime beaucoup. Ah oui, j'ai été ambitieux par rapport à tes goûts personnels, Oui, mais je savais. Mais c'est le plus important. Mais je veux dire, si on boit que des choses que j'aime, autant pas faire de podcast, quoi. Oui, mais en revanche, je savais que ça allait te plaire quand même. Et, bravo, je suis conquis. Voilà, ça fera une superbe conclusion. Et maintenant, après cette petite conclusion, nous allons embrayer sur le vin rouge et nous allons partir dans un vignoble iconique qui est celui du Languedoc. Et on se dit à tout de suite après ce petit jingle. Le mec, pourquoi il est en France? Pourquoi? Ben, je vais te le dire, mon pote, parce qu'en France, on bouffe bien puis qu'on boit bien. Voilà, c'est sûr. Un bon couscous, un bon site d'Ibrahim, je te dis que ça, mon frère. Et donc, pour ce vin rouge, c'est une grande première pour le Podstache. Pour la première fois, nous partons dans le Languedoc. Et je suis en train de réfléchir au même moment où je le dis, mais je crois pas qu'on a fait Roussillon. Ah oui, mais on n'a pas fait Languedoc. On n'a pas fait le Languedoc, alors que pourtant, on est sur le plus grand vignoble en termes de taille de France. Parce que autant Bordeaux a le plus grand vignoble d'appellation, mais si on prend les appellations plus les IGP, alors là, c'est sans aucune conteste le Languedoc qui s'impose comme le mastodonte du vignoble français. Un vignoble sur lequel j'aurais énormément de choses à dire. Je suis justement en train de réfléchir à un épisode sur les vins du Languedoc, parce que, évidemment, qui dit France dit Languedoc, ça serait compliqué de passer à côté. Un vignoble qui est difficilement dissociable, en fait, de son histoire politique, puisque le sud de la France ayant toujours été quand même une région assez pauvre, c'est une région qui a été marquée énormément par des questions sociales, avec la fameuse révolte des vignerons de 1907, où les vignerons se sont révoltés face à Clémenceau parce qu'ils n'arrivaient pas à vivre de leurs terres, qu'il y avait énormément de fraude. Ça a donné lieu à 600 000 vignerons, je crois, qui s'étaient ramenés à Montpellier. C'était un peu les gilets jaunes de l'époque, entre guillemets, si je puis me permettre. Ça a été réprimé dans un bain de sang, puisqu'il y avait eu 2 morts. Et suite à ça, il y a tout un modèle, justement, de l'entraide qui s'est mis en place, les fameux modèles des caves coopératives, qui ont fait la force de ce vignoble et qui, dans les années 60, ont cartonné parce que c'était une époque où les enfants buvaient du rouge à l'école. Hein. Mon grand-père, qui était mon feu papy, qui était né en 32, je crois, interdiction du vin rouge dans les écoles primaires 1959. Donc lui, quand il était gosse, il buvait du vin rouge. Et forcément, il fallait un endroit en France pour produire tous ces vins. C'était le Languedoc. En plus, c'était les vignobles où, comme il n'y avait pas le réchauffement climatique, c'est là où il y avait les meilleures maturités. Donc, on pouvait produire le plus. Mais c'est un vignoble qui, forcément, a été remis en cause dans les années 80 par la baisse de la consommation d'alcool, les questions de santé, les questions sanitaires, tout ça, et qui, du coup, a dû se réinventer, se renouveler, qui a dû apprendre à définir ses terroirs, puisqu'avant, tout passait, entre guillemets, en vin de pays. Et c'est pour ça que je le trouve assez fascinant, ce vignoble, avec une telle mosaïque de terroirs, de cépages, de climat. On va de Cabardès, qui regarde plus du côté sud-ouest, jusque dans des appellations qui regardent plus vallée du Rhône Nord, comme Pic Saint-Loup, avec des dominantes de Syrah, parfois vers la Provence. Enfin bref, c'est un vignoble que je trouve absolument fascinant, et c'est pour ça que je suis ravi qu'on en parle aujourd'hui, Charles. Et du coup, qu'est-ce que tu nous as sélectionné après cette introduction beaucoup trop longue? Alors j'ai sélectionné un vin aussi que je connais depuis un moment, je l'avais au bar de vin et c'est un vin que j'aime beaucoup, c'est le masochiste. Alors c'est un jeu de mots évidemment, mais entre le mas, c'est la maison, enfin le domaine en Provence, en Languedoc aussi, voilà. Au schiste, le schiste qui est un type de roche, d'où le masochiste, très friable, et donc du coup le jeu de mots c'est le masochiste. Du domaine Rimbert sur le millésime 2020. Donc voilà, donc vin là du coup en agriculture biologique. Alors dans le Languedoc, c'est un peu plus facile d'être en agriculture biologique que le vin qu'on a goûté précédemment en Condrieu, enfin sur la région des Condrieux, parce que il y a moins de pentes et il y a moins de pression de maladie. Ah oui, voilà. Les niveaux conditions sanitaires entre le Mistral, les vents chauds qui viennent assainir, c'est sûr que c'est plus facile qu'à Bordeaux, par exemple, avec des climats océaniques ou d'autres régions. Et alors, du coup, ça a posé des problèmes il y a quelques millésimes de ça. Il y a eu un sirocco et un vent très très chaud
mais brûlant, Ouais. qui a soufflé très fort pendant quelques jours, et ça a vraiment brûlé la vigne. Les feuilles sont devenues cramées, et du coup, il y a les problèmes aussi, il y a moins de pression de maladie, il fait chaud, etc. Mais du coup, ils ont aussi d'autres problèmes à côté, quoi. Ouais, mais moi, je sais que Vincent du domaine Pélissol m'avait dit que souvent, les vignerons qui avaient cramé leur vigne, c'est ceux qui étaient allés assez costauds sur la bouillie bordelaise. Alors oui, c'est ce qu'il m'a dit. Je suis d'accord sur le principe, mais pas que quand même. Ouais. Enfin, ceux qui n'avaient pas mis beaucoup de cuivre ont quand même eu des dégâts. Peut-être moindre parce que ça n'a pas fait le combo, mais tout le monde qui était vraiment face au vent, ils ont beaucoup souffert. Alors là, bon, on rentre quand même dans des détails un peu de geek, Oui, si je puis c'est me un permettre. peu Pour revenir au domaine, Jean-Marie Rimbert, avec qui j'ai eu l'honneur de croquer ce vendredi, sacré personnage. Je dirais quoi, 55 ans, physique de 3e ligne centre, provençais d'original, comment on dit le gentillet des gens de Provence? Je ne sais pas. Je dirais, ouais. Bref, il vient de Provence et il cherchait justement un terroir d'avenir où il pouvait s'implanter parce que forcément, il était jeune vigneron à l'époque, il ne savait pas forcément où aller. Il a trouvé un super fermage du côté de Saint-Chinian, c'est comme ça qu'il s'est installé et qu'il a créé il y a maintenant, 25 ans, si je me souviens bien, sa première cuvée. Et alors toi, comment est-ce que tu as connu les vins de Jean-Marie? Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus? Est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'aller au domaine, toi? Alors non, je suis jamais allé au domaine. Ça fait un tout petit peu loin et c'est le bout du Languedoc. Ouais. Donc c'est vrai que je suis allé souvent dans le Languedoc, mais je me suis arrêté un peu avant et il y a tellement de vignerons. Ah ouais, que là il y a Millésime Bio qui arrive. Moi quand je vois le nombre de vignerons et vigneronnes du Languedoc que je dois aller voir, ça va être la course. Oui, après j'ai goûté les vins quasiment à tous les millésimes, Ouais. donc du coup j'ai vraiment beaucoup de retours, j'ai beaucoup recul. de mémoire et de recul sur ces vins qui sont d'une très belle régularité, je trouve. Le masochiste, on en parlait tout à l'heure en off, c'est la cuvée que je préfère du domaine. C'est un très bon rapport qualité-prix et on a beaucoup de complexité et beaucoup de profondeur. Donc c'est en termes... Alors, je vais faire un petit aparté sur le Languedoc aussi. Je t'en prie. Le Languedoc, c'est très complexe. C'est très difficile à comprendre le Languedoc. Il y a tellement de cépages, de domaines, de façons de vinifier, etc., que on peut s'y perdre très facilement. Ouais, c'est difficile de définir une identité au final. C'est ça. Aujourd'hui... On va dire que l'identité que j'ai envie de transmettre, c'est l'investissement et la qualité des vignerons qui sont là aujourd'hui. Ah oui, c'est un peu à l'instar du Beaujolais qui est en train de faire sa transition et qui est en train de renaître grâce à toute une nouvelle génération. Ça s'est déjà passé il y a une vingtaine d'années, et encore en même temps que en même temps je vais un peu divaguer, mais en même temps que je pense à ça, tu vois, j'étais en train de penser un peu comme en Italie où il y a eu la révolution des super toscans, tu as eu la révolution du Cabernet Sauvignon qui est arrivé du côté d'Agnan. Enfin tu vois, il y aurait tellement de trucs à dire sur ce vignoble que c'est compliqué, mais mes vignobles pas en pleine renaissance parce que pour moi c'est déjà fait, mais qui est en train de... Je sais pas comment dire. Voilà. Il a déjà pris la voie des vins de grande qualité. Ouais. Voilà. Parce que c'est ce qui manquait un peu avant. Il y a des vins, pour moi, mythiques dans le Languedoc aujourd'hui. Qui sont mondialement connus et considérés comme faisant partie des plus grands vins du monde. Voilà. Donc, il y a énormément de complexité. Alors, j'ai voulu sélectionner une cuvée qui représente, on va dire, une petite partie du Languedoc. Donc un assemblage de 4 cépages avec une dominante de Carignan. Qui n'est pas forcément le cépage le plus répandu dans le Languedoc, le Carignan. Non, c'est pas du tout dans le top 3. Alors, ça doit être top 4 ou top 5. C'est plus dans le Roussillon en général, le Carignan. Alors, il y en a un peu plus dans le Roussillon, mais ça reste quand même des cépages qui ont été boudés passé un temps. Très injustement boudés. Alors, oui. Et non. Injustement, oui et non. Très difficile à cultiver. Ouais. Quand c'est jeune, surtout. Très vigoureux, donc du coup, ça peut donner des vins un peu... on va dire en termes de qualité... Austère.
Ouais, austère. Mais quand c'est jeune, c'est difficile de faire des bons Carignans. Ouais. Après, quand les Carignans vieillissent, et vraiment après 30 ans de vigne, là, on commence à avoir des choses incroyables. Ah bah, je pense par exemple, moi j'étais dans le Roussillon il y a 1 an et demi au Mas-le-San. Alors donc, on était en Côte du Roussillon à des altitudes assez élevées, je crois qu'ils étaient à 550 mètres. Ils avaient des vieux Carignans de 70-80 ans. Ouais, mais là, c'est magnifique. Hein. Ah ouais. C'est magnifique. Donc du coup, j'ai vraiment voulu mettre... Alors moi, j'adore le Carignan. Hein. Qui est un peu pour moi le Pinot Noir du Languedoc. Oui, c'est pas un peu plus sur la fraîcheur que la rondeur, tu vois. Alors oui, c'est ça que je voulais dire en fait. Oui, je vois. En fait, le Carignan va avoir de la puissance, mais va toujours garder de la fraîcheur. Ouais, c'est ça que je voulais dire en fait. Le côté ça acidité un peu du. La maturité, c'est avec son copain le Mourvèdre là, c'est des maturités qui sont difficiles à atteindre. Il va bien à cet endroit-là. Mais c'est vrai qu'on a du mal à retrouver le Carignan plus haut parce que avant qu'il soit mûr, faut quand même s'accrocher un moment quoi. Donc Carignan et avec aussi Syrah Grenache, si je ne dis pas de bêtises, ou 35% de Carignan, 30% de Syrah, 30% de Grenache, mais il y a quand même 5% de Mourvèdre. Voilà, un tout petit peu. Mais bon, après, c'est anecdotique. Je suis pas convaincu que ça apporte quelque chose, mais c'est la magie du vigneron qui a décidé de faire ces assemblages de cette façon-là. Et sur un terroir de schiste, du coup, c'est pour ça, du coup, on le disait juste avant, Mas au schiste. Et Jean-Marie me disait que c'était des vignes qui souffraient énormément de la sécheresse. Justement. De toute façon, le schiste, c'est très friable comme roche. Et du coup, mettons quand il pleut, ce qui n'est pas très fréquent dans la région là-bas, quand il pleut, le sol est très drainant, donc l'eau ne stagne pas. Donc, la vigne, si elle a besoin d'eau, faut vraiment qu'elle se dépêche à la prendre quand l'eau est là. Ouais. Sinon, après, ça crée des sols très secs. Et donc, oui, les vignes souffrent énormément de la sécheresse. Ce qui induit des petites quantités de récolte. Ouais, des grappes petites. Des grappes petites, mais des grappes très concentrées. Voilà. Et comme le Carignan garde un peu d'acidité, le Mourvèdre garde un peu d'acidité, sur ce type de vin, on va quand même avoir de la fraîcheur. Je propose justement qu'on ouvre ça. Voir si on retrouve cette fameuse fraîcheur. Bon alors là, Charles, déjà, juste, on vient d'ouvrir la bouteille, on a senti le bouchon, ça sent le lard. Ça sent le lard fumé. Alors, c'est rare d'avoir cet arôme sur le bouchon, donc du coup, on s'est regardé, dit tiens, faut que tu sentes le bouchon, c'est trop bien. Je viens de mettre le nez dedans et je suis hyper surpris parce que justement, on avait le côté très lardé au niveau du bouchon, quand on disait juste avant. Et alors, par contre, aromatique, moi, les poivres blancs, tu vois, le côté hyper herbacé, je m'attendais vraiment à mettre le nez dans un côté lardé, musqué, fumé, et pas du tout en première impression. Moi, je suis ravi parce que ça exprime vraiment le Carignan. Et c'est ce que je voulais vraiment mettre en avant sur ce vin. On a le... ça s'ouvre aussi, là. Non, mais ça s'ouvre. Le vin est froid. Hein. Ouais. De toute façon, on va commencer à le déguster, on le redégustera après. Donc, on aura aussi des avis différents de la première dégustation à la deuxième. Ouais, parce que là, ça arrive sur la fraise Mara déjà. Mais vas-y, continue. Alors oui, non, mais ça va être hyper complexe. Moi, j'ai mis le nez dedans, j'adore, c'est exactement le style de vin que j'adore. On sent qu'il va y avoir de la puissance. Alors, pas de la puissance sur l'alcool, hein, c'est de la puissance aromatique. On sent qu'il va y avoir de la puissance, mais on a énormément de fraîcheur. On a ces herbes, ce côté un peu garrigue, on a du fruit qui arrive et tout, mais... on sent que c'est un vin qui, on va boire le premier verre et on va très vite vouloir boire le deuxième verre. Ah oui, là, c'est des vins dangereux, comme on dit. C'est des vins dangereux, ça c'est super dangereux. Je me vois très bien en soirée ou en dégustation ou début de repas, on ouvre ça, la bouteille est déjà finie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors Charles, en bouche, qu'est-ce que ça donne ? Alors température parfaite là. On est vraiment entre 16 et 18 degrés. On a beaucoup de rondeur. C'est gourmand. On a de la complexité. Moi, ce que j'aime bien, c'est puissant, mais pas du tout lourd. Non. Alors, c'est un vin, on va très bien, on va pouvoir le boire avec beaucoup de choses. On va pas être obligé d'amener un sanglier ou des choses comme ça. Dans le Languedoc, on peut avoir des vins... nettement plus puissant que ça. Ouais, tu vois, moi, j'imaginais Languedoc, j'imaginais souvent charnu, sucrosité, des choses comme ça. Pas du tout. Ah non. Droit, tanin,
pas raides, mais qui sont quand même tanins marqués, qui gagneront Oui, un peu à très belle s'adoucir. structure tannique, des tanins très fins, un peu granuleux, là, parce que c'est vraiment le style de tanin que j'aime beaucoup. Et derrière, c'est fin, c'est souple, c'est rond, et ça se boit très bien. Avec un côté végétal assez marqué aussi. Alors moi j'adore, hein. C'est vraiment le côté végétal noble qui est dû à la vendange entière du Carignan, etc. Donc du coup, ça apporte cette fraîcheur qui permet au vin d'avoir une grande buvabilité. Ouais, et de se garder aussi. Ah bah ça va super bien se garder. Alors ça, c'est un vin qui est plein. Enfin, c'est des vins que j'aime beaucoup acheter pour moi parce que tu sais que si t'en oublies une, ça va être génial. Et tu sais que si tu en pètes une, eh ben, le vin sera super bon et que tu seras pas déçu. Eh ben, on va lui donner un peu de temps pour s'ouvrir. Et puis pareil, comme on revient quelques minutes après pour voir ce que ça donne. Parfait. Et donc, nous sommes de retour pour le vin rouge. Petite dégustation, on lui a laissé une grosse demi-heure d'ouverture. Oui. Alors Charles, au niveau du nez, qu'est-ce que ça donne? Alors ça s'affine beaucoup. On va perdre le côté ultra puissant qu'on avait au départ. Et là, c'est vraiment, t'es sur la fraise écrasée, un peu de minéralité. Le côté un peu aussi ou. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Loïc. J'ai pas tous les jours l'occasion de mettre le nez sur du oud. Mais... Moi, c'est un arôme que j'ai de ma jeunesse. Et du coup, à chaque fois que je le sens un peu dans le vin, et tac, je le ressors. Et c'est un arôme qui me plaît beaucoup. D'accord. Alors, parfois, il y a des arômes qui sont atypiques comme ça, qui nous marquent. Mais comme c'est un souvenir, souvent d'enfance ou de choses comme ça, c'est un arôme qu'on adore. Donc voilà, moi, ça fait partie de ces arômes-là qui me plaisent beaucoup. C'est un arôme de végétal, de fraîcheur, mais c'est, comme on dit un peu dans le jargon de la dégustation, du végétal noble. Et ça, c'est vraiment... Et c'est rare d'avoir des beaux végétals comme ça. Ouais, moi c'est plus le côté un peu peut-être fruits noirs qui est apparu, des côtés cerises noires, fraises mara, pareil, tu disais fraises écrasées. Ouais. Je suis assez d'accord avec toi. Ça a pas non plus, c'est pas le jour et la nuit, tu vois, après ouverture. On sent que c'est un vin pour moi qui a besoin encore de vieillir un peu. Oui, ça a besoin encore de vieillir, mais on a quand même ce côté très fraise qui est quand même bien expressif. Donc ça a besoin de vieillir, mais on se fait quand même plaisir. Oh. Après, le vin sera mieux dans un an. Hein. Oui, clairement. Il n'y a pas photo. N'hésitez pas si vous avez de quoi faire vieillir, évidemment. Parce que évitez les cuisines à plus 25 l'été et 8 degrés l'hiver, ou les garages. Sinon vous mettez au frigo. Hein. Ouais, c'est encore la meilleure des choses à faire. Et en bouche, alors moi, il y a un truc que j'adore. C'est que à aucun moment tu sens l'alcool. C'est vrai. Alors qu'on est sur du 2020, c'est quand même un millésime qui a été assez sur solaire. Du 14. Donc du coup, tu es sur des taux d'alcool assez importants. Ouais. Je suis en train d'essayer de vérifier. 13 degrés d'alcool. Ah, ok. Hey. Donc voilà. Donc ça confirme un peu mon impression première. C'est que c'est sur un vin qui a vraiment pas beaucoup d'alcool, entre guillemets. Oui, pour un vin du sud. Surtout, est très intégré. Et... donc tu as direct une attaque en bouche super souple. À aucun moment tu as de l'astringence ou de l'agressivité. C'est de la rondeur, c'est de la délicatesse, c'est du soyeux. Tu as un grain de tanin qui est très intéressant. Et c'est... donc tu as la présence du vin, mais c'est en mode un peu fourrure. Tu vois, ça t'enrobe le palais en délicatesse, tout en ayant du caractère quand même. Voilà. T'as pas quelque chose de fluet... c'est vraiment un vin sur la rondeur. Donc t'as des épaules. Moi, c'est cette structure tannique qui me laisse présager, qui dans ma tête me fait me dire que ça laisse présager d'un beau potentiel de vieillissement et que aérien, ça va être super. Ce qui est super intéressant aussi pour moi, c'est que c'est très long en bouche. Tu gardes ce côté fraise écrasée longtemps en bouche, et ça, c'est super intéressant. Donc t'as vraiment tous ces aspects. En revanche, il faut de la finesse, là, il faut un rôti de veau. Rôti de veau champignons, une côte de bœuf, on oublie. Ouais. Voilà. Trop puissant, ça trop prédominera puissant, trop. trop de gras. Une côte de bœuf, faut pas de la rondeur sur une côte de bœuf. Ouais. Voilà. Faut un truc qui vienne se confronter. Faut vraiment confronter. C'est ça, confronter. Faut de la tension. Faut de la puissance, quoi.
Voilà, je suis plus adepte des grandes syrahs bien puissantes poivrées pour des côtes de bœuf. Et bah, tu vois, en ouverture de ce vin, je parlais justement du Languedoc qui était difficile à définir. Et bah, tu vois, je m'attendais à tomber sur quelque chose fumé lardé musqué, ce genre de choses, avec côté très charnu. Et en fait, bah, finalement, je tombe sur un vin sur l'équilibre, la tension, la fraîcheur, la légèreté, la souplesse, comme tu disais, avec des arômes plus de fruits rouges vraiment que de fruits noirs, ce à quoi je m'attendais, tu vois. Et c'est ça qui en fait sa beauté, sa complexité au final. Voilà, en gros, les Languedoc, vous ne pouvez pas savoir ce que vous avez dans la bouteille. C'est impossible. Une côte rôtie ou Vallée du Rhône Nord sur des rouges, vous avez une petite idée de ce que ça va être quand même. Il y a très peu de vins de la région qui sortent vraiment des sentiers battus. Il peut y en avoir, hein, attention. Sur le Languedoc, n'importe quelle appellation, vous ne savez pas ce que vous buvez. Et c'est sur ces paroles pleines de sagesse que se termine ce nouvel épisode du Podstache, le 8e déjà, je crois. Oui. 9e si on compte le hors-série, ou 8e. C'est beau. C'est beau, c'est magnifique. Évidemment, cette nouvelle Podstache boîte est à retrouver sur Vinstache, la boutique, www.vinstache.com. Voilà, vous commencez à connaître les bails, comme disent les jeunes. N'hésitez pas à lâcher vos étoiles, à aller faire un tour sur la boutique et à vous abonner à Vinstache si jamais vous me découvrez via le format podcast. Charles, je te remercie de m'avoir accompagné pour ce nouvel épisode. Je t'en prie. Et puis, on revient très bientôt. On a déjà la sélection. Oui, on a déjà le prochain. Et là, je vous préviens, on arrive avec deux vignobles et deux appellations assez solides. Donc voilà, on se donne rendez-vous à la prochaine. À la prochaine.